Bonjour à tous, je m'appelle Megan, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur place à emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes et Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Camille, c'est la fondatrice de Simplement Français. Simplement Français, c'est quoi ? Eh bien, c'est un site e-commerce qui propose différents produits du quotidien made in France. Et restez jusqu'au bout car elle va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser à vous lancer. C'est parti. Hello Camille, comment ça va ? Eh ben ça va et toi? Ouais, super. Je suis contente de te recevoir sur Jeunes et Entrepreneurs. C'est vraiment sympa, ton projet est top. Donc c'est cool, tu vas avoir pas mal de petits trucs à nous raconter. Bah merci beaucoup, c'est trop sympa d'avoir pensé à moi. Ouais. En plus, j'ai vu que t'as déjà fait pas mal de petits trucs comme la radio, tout ça, donc t'es une habituée de tous Ouais, ces mais genres c'est de le choses. premier podcast. Ah, bah c'est cool. C'est cool alors. Donc pour introduire un petit peu ce que tu fais, tu es la fondatrice de Simplement Français, qui est un site e-commerce qui propose plein de produits du quotidien qui sont made in France, à part de l'alimentaire. Avant que tu nous détailles un peu plus ce que tu fais, comment tu as créé Simplement Français, est-ce que pour te présenter, tu peux nous dire quel est ton animal totem? La fameuse question qui pose beaucoup de problèmes aux personnes avec qui j'échange. Et ben alors j'aurais tendance à dire que c'était le lapin parce que j'en ai deux à la maison et que je trouve ça trop mignon. Mais j'ai fait un test juste avant et donc ce serait le tigre. Ok, d'accord. Et ouais, du coup, pour quel aspect je sais pas, du Euh, tigre, ils t'ont dit ça ou tu te retrouves Bah dedans? pour l'aspect déterminé dans ce que j'entreprends et pour ma comment on dit la confiance que je peux amener. Ok, d'accord. Non, mais Voilà. super. Donc, détermination et confiance. Et confiance. Ok, Ouais. génial, super. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, de tout de ce qui t'a mené à créer Simplement Français, donc voilà, de tes études, voilà, tout simplement, comment tu en es venu à créer Simplement Français? Et bah carrément. Alors moi j'ai fait un bac ES. Derrière j'ai fait un DUT de technique de commercialisation. Et ensuite j'ai intégré l'ESDES, qui est une école de commerce à Lyon, où j'ai réalisé un master marketing digital en alternance. Sur la fin de mon alternance, bah, je savais qu'il fallait quand même que je trouve un boulot et j'ai eu cette idée et je m'étais toujours dit: «Bah, si j'ai pas l'idée, du siècle, ça sert à rien de monter sa boîte». Et en fait, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai cherché un petit peu et tout et je trouvais rien qui collait à cette idée et je me suis dit: «Bah, tiens, il faut que je lance». Donc un peu par hasard, ça a commencé comme ça. Sur l'été 2019, j'avais fait un semblant de site, j'ai commencé à contacter des marques et cetera, tout doucement. Puis je me suis dit: «On verra ce que ça donne». Et malgré tout, bah, il fallait que je trouve un boulot parce que j'avais quand même un pré-études à rembourser. Et du coup, bah, en septembre, j'ai trouvé un CDI et finalement, j'ai quitté ce CDI en février parce que je me suis rendu compte que j'avais pas le temps d'avancer du tout, sur mon projet. Et c'était pas juste une flemme, c'était vraiment, je rentrais chez moi, j'étais KO et le week-end, j'avais envie de faire autre chose. Donc du coup, la question s'est posée: «Bon, est-ce que je quitte ou est-ce que je continue?» Sachant que si je continue, le projet à mon avis, il verra jamais le jour. Et donc j'ai pris la décision de quitter, mon ancien poste, en tant que responsable marketing, dans une start-up en février 2020, donc juste avant le confinement. Ok, d'accord. Ouais, donc t'as vraiment eu du courage à te lancer à fond dans ton entreprise. C'est pas donné à tout le monde de quitter surtout leur premier poste comme ça en CDI.
Ouais, 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 bah complètement. Enfin, moi, j'encourage tous ceux qui se poseraient la question à le faire, s'ils peuvent le faire, hein, bien sûr, parce que ça demande quand même des moyens financiers à côté. Moi, j'avais 2 ans d'alternance, donc effectivement, j'avais du chômage qui pouvait m'aider financièrement si je me lançais. Mais si vous en avez la possibilité, enfin, je suis un peu du principe qui tente rien à rien et au pire, ça vous fera de l'expérience, quoi. Ouais, complètement. Ouais, c'est clair. Et donc toi, au niveau de l'idée, comment est-ce que ça t'est venu? C'est parti, d'un constat, plus précisément? Alors en fait, c'est parti que je regardais des campagnes de financement participatif, notamment des campagnes sur Ulule, et je voyais des produits hyper basiques, style déodorant, enfin shampoing, etc. Et le tout fabriqué en France. Et je me disais, c'est quand même cool que on décide de fabriquer en France des produits comme ça, alors que, enfin, si moi je vais dans ma salle de bain et que je regarde, je suis sûre que ce que j'ai, c'est pas fabriqué en France, ou alors j'en ai aucune idée, etc. Et derrière, ces marques, on les retrouve pas en grande surface. Et je me suis dit, il y a un vrai problème, c'est que c'est des marques qui font ce choix-là, enfin, qui essaient de se démarquer. Dans le lot, il y en a qui réussissent à percer dans les grandes enseignes. Et derrière, les autres, non. Et je me suis dit, bah, il faut créer une sorte de grande surface pour que toutes ces marques soient regroupées et qu'elles aient la visibilité méritée. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'Oumaï ou des petits bidons, il y a encore trop de gens qui connaissent pas, alors que c'est des marques qui, enfin, pour certains, sont devenues emblématiques de ces nouvelles startups. Et donc, je trouve ça dommage. Et l'objectif, c'était vraiment de le rendre accessible au plus grand nombre, y compris la mère de foyer qui fait ses courses aujourd'hui à Carrefour ou n'importe et qui n'a pas du tout connaissance de toutes ces jolies marques, quoi. Et ouais, 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 bien sûr. Ouais, donc au final, bah, tu étais vraiment bien renseignée sur le sujet avant de Bah, lancer tout ça? bah, pas vraiment. En Ouais. vrai, enfin, je regardais et tout ça, ce qui se passait, mais et je trouvais les produits cool et je savais pas trop ce qu'on pouvait faire de ça. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de grande surface qui existe pour ces marques-là. Est-ce que ce serait pas l'idée de faire ça, sachant que aujourd'hui, enfin moi j'ai grandi un peu dans l'idée que bah, le bio c'est pas forcément bio, si le champ d'à côté il est bourré de pesticides. Du coup je me suis dit, ok, donc enfin les gens qui ont l'âge de nos parents, ils seront peut-être moins sensibles au bio que la jeune génération qui arrive. Du coup, il faut trouver un entre-deux. Et effectivement, si on leur dit que ben, on favorise une marque parce qu'elle fabrique en France et que du coup, elle permet de créer des emplois ou de sauver des emplois, ça aura un impact tout autre. Et effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup plus parlé, en tout cas dans ma famille, dans mon entourage, etc. Quand je leur disais, ah bah ok, tu veux pas consommer parce que c'est bio, ben consomme au moins pour sauver des emplois. Là, c'était, ah bah ouais, carrément, effectivement, c'est quand même vachement plus éthique, etc. Donc le projet est né de là et en fait petit à petit bah tu te prends dans le truc et puis tu te mets à connaître une marque, 2 marques, 3 marques, 12 marques et 25, 100 et après tu t'arrêtes plus. Ah ouais, OK. Ouais, donc toi, c'était vraiment l'objectif, c'est pour les emplois, pour vraiment plus pour ce côté-là, le côté social, Ouais, également que bien sûr le côté le côté social et le côté donner de la visibilité à ces marques en fait qui font un énorme travail, enfin, autant dans la recherche, certains pour l'innovation produit, etc., autant sur le fait de vouloir œuvrer en France. Enfin, quand on voit qu'ils ont tous entre 20 et 35 ans, enfin, c'est cool quand on sait qu'on a grandi dans une génération hyper mondialisée, de se dire qu'il y en a encore qui veulent fabriquer à échelle, voilà. tout à fait, ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, un peu, si peut-être tu peux nous parler des grandes étapes pour mener à bien ton entreprise. Je suppose qu'il y a eu pas mal voilà, de recherches, création de sites web, euh, Ouais. voilà, enfin, trouver les marques, etc. Ça a dû être, il y a dû avoir pas mal de, de choses, les fournisseurs et la logistique. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous parler des grandes étapes et un petit peu les détailler pour nous expliquer comment tu t'y es pris, etc. Ouais, alors là, est-ce que tu veux les grandes étapes de la création du projet et après des étapes vraiment très, enfin, entre guillemets, logistiques, etc. Ou plutôt les grandes étapes du projet jusqu'à maintenant? Je sais pas.
Bah, peut-être la première version. OK, bah, très bien. Bah, il y a eu d'abord l'idée avec, toute cette phase-là, où je te disais au début de 2019, j'ai contacté des marques un petit peu comme ça avant de partir en vacances en me disant: «Bah, on verra bien ce que ça donne à la rentrée». Donc il y a eu toute cette première étape-là où j'avais fait un semblant de site pour quand même avoir une crédibilité en envoyant les mails. Après donc je suis allée au salon du Made in France, en novembre 2019 quand, j'étais donc en CDI et c'est un peu ce qui m'a poussée, vers la sortie de mon CDI. C'est qu'à ce moment-là, je me suis rendue compte qu'au salon qu'effectivement le projet plaisait énormément à tous les gens que j'allais voir et cetera, pour, potentiellement faire des partenariats avec ces marques-là. Donc ça, je dirais que c'est la deuxième étape qui m'a du coup poussée à la troisième, qui est la démission, donc quand j'ai, quitté mon poste. Ça pour moi, c'est la plus «grosse étape» entre guillemets parce que enfin, c'est vraiment un cap, psychologiquement, de se dire: «OK, bon bah, j'accepte de plus avoir le salaire que j'ai, tous les mois qui tombe pour avoir, C'est presque rien». ouais, ouais, ouais. Donc ça a été la plus grosse étape et derrière donc il y a eu la campagne Ulule que j'ai réalisée, en juin et en juillet l'année dernière. Là, l'objectif, c'était de récolter 10 000 €. On en a récolté presque 13 000 et la campagne a vraiment pris de l'ampleur. On s'est retrouvés en une du site de Forbes et derrière, donc j'ai été contactée par des investisseurs et tout et là, j'ai, paniqué. J'avais 24 ans, j'étais en mode, «Bah, en fait, moi, je venais juste récolter 10 000, je sais pas». C'était un peu la panique. Donc là, ça a vraiment pris de l'ampleur. Donc j'ai revu un petit peu tout le plan d'affaires, sur l'été et donc je suis allée voir, les organismes de financement pour pas ouvrir mon capital et en fait, j'ai eu un refus au mois de septembre 2020 alors que je pensais que cette fois-ci, c'était tout bon, ça allait le faire et tout et en fait, on m'a dit: «Non, vous demandez pas assez par rapport à l'ampleur qu'est en train de prendre le projet». Du coup, je me suis dit: «Waouh, c'est trop cool». J'étais là: «OK, bah, du coup, il faut que je vous demande combien?» Et donc du coup, j'ai retravaillé pendant un petit moment et donc là, la dernière étape, on va dire que c'est février avec, l'obtention cette fois-ci, des accords de financement, par, les des choses comme BPI, France Active et une banque. Donc là, ça a vraiment pris de l'ampleur puisque maintenant on a pu faire le site web, on est lancé, donc voilà, donc ça, c'est les étapes, on va dire. Les étapes clés, mais c'est pas des étapes style, bah, le premier fournisseur ou, la première livraison. OK, C'était pas d'accord. vraiment ça. Ouais, Voilà. ouais, là, c'est vraiment, de manière générale ce qui a développé le projet, Ouais, mais ouais, d'une autre les différentes étapes d'avancement, ouais. ouais, OK, d'accord. OK, super et donc après comment ça se passe un peu pour, bah, par exemple, pour faire la campagne Ulule? Si un tu peux peut-être un peu détailler pour ceux que ça intéresse? Ouais, carrément et ben, c'était alors nous, on avait fait une campagne enfin, j'avais fait une campagne de 6 semaines, je dis «nous» mais j'étais toute seule. J'avais fait une campagne de 6 semaines, faut savoir que les campagnes Ulule, ça fonctionne très bien les 3 premiers jours et les 3 derniers. Le reste, ben, il faut aller, chercher au maximum la presse, la communication, enfin tout pour essayer de faire le max de bruit, pardon. Et il faut surtout être prêt. Moi, je sais que tous les mails étaient déjà rédigés à l'avance. Il y avait juste à modifier, la date d'envoi en fonction. Le communiqué de presse, il était prêt. Je savais ce que j'allais répondre aux journalistes si on m'appelait, à moins, entre guillemets, «d'une question piège», mais il y en a pas vraiment. Les journalistes, ils veulent toujours savoir les mêmes choses. Il faut vraiment être prêt parce que c'est 6 semaines hyper intenses. En plus, bah, en même temps, je recevais les produits, que j'avais commandés donc pour les contreparties et c'est donc la première fois vraiment que j'avais des produits autres que ceux que j'ai achetés pour ma propre consommation et donc qui étaient destinés à simplement français et du coup, c'était hyper satisfaisant de se dire que ça devenait super concret, en fait. Donc le truc, c'est d'être vraiment prêt et de mettre en place des actions de communication, tout le temps. Faut pas avoir peur d'être lourd, faut pas avoir peur d'aller chercher son cercle, son premier cercle, son deuxième cercle, son troisième cercle. Faut y aller, enfin, faut être hyper impactant et faut rien lâcher parce que, bah, il y a des jours où il y a pas de commande, hein, faut s'y attendre et c'est la vie, quoi. Ouais, c'est clair. OK, d'accord et chouette et donc bah, maintenant si peut-être tu peux, bah, un peu prendre de cette, ce tournant sur plutôt, les étapes au final de
voilà, de commandes, de livraison, comment tout ça un peu ça se passe, les fournisseurs, parce que c'est aussi super intéressant Ouais. de savoir tout ça. Eh ben Simplement Français, alors, pour rappel ou pour, découverte pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est pas du tout une marketplace. Ça veut dire qu'on a nos propres stocks et on achète les produits, contrairement à beaucoup de boutiques qui se montent actuellement, qui fonctionnent sur le type de marketplace et où là, en gros, vous achetez sur le site, mais en fait, c'est la marque auprès de laquelle vous achetez, qui expédie directement le produit. Donc, nous, ça se passe pas comme ça. On a vraiment tous les produits en stock. C'était une volonté de ma part parce que quand vous faites vos courses, admettons, si tu achètes une brosse à dents et un dentifrice de 2 marques différentes, en format marketplace, potentiellement, tu peux recevoir 2 colis. Et comme quand tu fais tes courses, tu achètes en moyenne 6 articles, ça ferait beaucoup de colis, donc en termes d'impact carbone, c'est pas terrible. Pour le client, c'est pas fou non plus parce que pour un peu que le facteur ne veuille pas le déposer dans la boîte aux lettres, ça va faire des avis de passage. Enfin bon, bref, donc c'était trop galère. Donc je me suis dit: «Il faut quand même que ce soit assez simple» et donc du coup, on a tout en stock. Donc quand quelqu'un passe commande sur le site, bah, en fait, c'est très simple. Ça envoie une notification, en fait, à notre logisticien qui est basé en Franche-Comté et qui lui va se charger de préparer la commande et de l'expédier. Donc on a 3 prestataires de livraison différents aujourd'hui. On a La Poste, on a Mondial Relais, parce qu'à la base, c'était d'inciter les gens à de la livraison en point relais, parce que comme il y a pas d'alimentaire, l'idée c'était de dire, bah, votre lessive, c'est pas facile de trouver ça, fabriqué en France ou proche de chez vous dans les grandes surfaces. Donc vous l'achetez sur Simplement Français. Par contre, on propose pas, de pommes de terre ou de tomates parce que, bah, les pommes de terre ou les tomates, il y en a globalement partout en France qui poussent. Donc si vous en voulez des locales, allez les chercher, chez le producteur ou dans les commerces de proximité ou sur les marchés. Comme ça, on incite quand même à la consommation locale sur des produits alimentaires. Et après, le troisième livreur, c'est GLS, qui peut potentiellement être plus rapide que la Poste si vraiment vous êtes à court de papier toilette. Ouais. Donc il y a ça. Derrière, donc le produit est expédié et globalement, c'est à peu près tout. Vous recevez un mail de suivi de commande et après vous réceptionnez votre commande entre 2 et 5 à 6 jours si Mondial Relais met vraiment du temps. Parce que là, ça dépend pas de nous, mais en général, ça peut être livré le lendemain, voire 6 jours max après. En général, on est plutôt sur des délais de 2 à 5 jours. Ok, d'accord. Super. Et pour trouver ton logisticien, comment ça s'est fait? Est-ce que c'était des recommandations ou c'est toi qui as cherché? Ouais, Ouais. non, pas du tout. En fait, j'ai été contactée par plein de logisticiens Ok. et au final, celui-là ne m'a jamais contactée. On me l'a recommandé et du coup, de fil en aiguille, je suis allée chez lui. Ouais, ouais, tout se fait à peu près souvent naturellement. Ouais, Ouais. ouais. Ok, nickel. Et donc, bah, si on parle un peu de toute ta communication que tu fais, bah, tu disais surtout que c'était un des leviers principaux pour, voilà, Mmh. voilà, pour se faire connaître, de ne pas avoir peur d'être vraiment présent. Comment un peu ça se passe, surtout que toi en plus tu as fait des études et bah, des jobs dans le domaine. Comment t'as fait tout ça? Parce que voilà, j'ai vu que tu étais pas mal présente, tu faisais bah, des communiqués de presse, tu es passée à la radio, tu fais plein de posts LinkedIn, tu as Instagram. Comment tu gères tout ce côté-là? Et ben alors, j'ai Agnès et Alizé qui ont rejoint Simplement Français en stage au mois de mars pour une durée de 6 mois et qui m'accompagnent là-dessus, parce qu'en fait, même si c'est ce que j'aime et que j'adore faire, bah, je suis entre guillemets «devenue chef d'entreprise» et du coup, en fait, je n'ai plus trop le temps de tout gérer, comme j'aimais le faire avant, même si, c'est quelque chose que j'adore et j'adore leur, suggérer des trucs et cetera. Mais donc comment ça se passe? Et ben, on fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, c'est beaucoup des posts perso, il faut pas moi, je suis assez sans langue de bois donc l'autre jour, j'ai fait un post, tu vois? C'était, parce que je réponds à énormément de mémoires pour des étudiantes en mode, bah: «Est-ce que entreprendre, c'est difficile quand on est une femme?» C'est des trucs, ça m'énerve. Genre: «Non, c'est pas difficile, si tu te lèves, le matin et tout, tu verras que tu vas y arriver». En fait, je fais souvent des posts comme ça un peu, pas coup de gueule, mais
ce qui me vient en tête et pour dire que non, c'est pas plus difficile. Ah bah j'ai eu cette idée, ah bah c'est trop cool, il y a 2 ans je faisais ça et j'aurais jamais pensé faire ça aujourd'hui. Enfin donc il y a plein de choses qui jouent et que je poste, mais à titre perso. Et après, bah, j'aime bien écrire, donc en général, on va dire que les posts, je dois faire suffisamment long et cetera pour que ça plaise à l'algorithme et puis, il y a suffisamment de likes pour qu'après, le post, soit liké. Après, je suis pas dans les meilleurs, loin de là, hein. Mais voilà. Après, en termes de presse, donc là, je passe par une agence qui s'occupe d'envoyer le CP, même si moi aussi j'ai une base de journalistes de mon côté et à qui, j'envoie le CP que je relance et cetera. La radio, c'était un peu par hasard. Je me suis dit: «Quelle action on pourrait mettre en place?» Il y avait la télé, mais la télé, c'est quand même assez cher et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer la radio?» En fait, c'est un média qu'on écoute, on est nombreux à écouter, en tout cas en voiture quand on n'écoute pas des podcasts et du coup, je me suis dit: «Ben, je vais regarder et tout» et les tarifs étaient pas si chers que ça et comme, bah, malgré tout, je suis quand même sur des produits de grande conso, enfin, en soi, on pourrait dire que mes concurrents indirects et énormes concurrents, ça pourrait être Carrefour et cetera, puisqu'on achète les mêmes choses, enfin les mêmes typologies d'articles et du coup, je me suis dit: «OK, bah, eux, ils font quoi? Ils sont sur la radio, ouais, OK, bon, bah, on va tester la radio». Donc c'est un peu comme ça qu'on a testé la radio. Après, pour l'instant, je suis pas hyper contente des retombées qu'on a eues. On a eu beaucoup de retombées B2B. Par contre, des retombées B2C, on en a pas eu tant que ça, je pense. Donc, je sais pas, je pense que ça s'installe aussi avec le temps. Si tu es tout le temps là et qu'on entend ta pub tout le temps, au bout d'un moment, les gens, ça rentre dans le cerveau. Mais, comme là, on n'a pas fait tout le temps, peut-être que c'est pas suffisant. Après, bah, on fait du ads, on fait de la presse du coup, on fait, pas mal de mailing. On a fait aussi un peu, enfin Agnès a mis en place du marketing automation. On fait des jeux concours, on passe un petit peu par des influenceurs, mais on passe pas par des gros influenceurs pour l'instant, on passe par des micro, nano-influenceurs et on va voir, petit à petit avec le temps comment ça évolue pour, peut-être passer sur plus gros. Voilà, on essaie d'être partout, quoi. Ouais, franchement, vous avez plein de choses mises en place et c'est vraiment super. Et en fait, par exemple, vous avez établi tout un plan de com et vous dites, bon, bah, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Après, ben, forcément, on s'adapte. On n'est pas une multinationale, donc on a aussi cette chance de pouvoir être hyper réactif et de pouvoir s'adapter s'il y a besoin. Mais oui, on planifie quand même les choses, etc., pour qu'il y ait une certaine harmonie aussi dans les posts, que dans le discours, enfin que dans tout. Mm. Et enfin, je pense que c'est quand même important d'avoir un fil rouge. Et après, bah ouais, comme on n'est que trois, s'il y a besoin de changer un truc, parce que je sais pas, aujourd'hui il y a une actu incroyable, bah voilà, on change quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est l'avantage de, comme tu dis, de pas être non Ouais. plus un géant, quoi. Donc, c'est ça. Mm, mm. Ok. Et après, toi, pour un peu les retombées, tout ça, comment t'évalues ça? Parce que c'est vrai, tu parlais par exemple de la radio, que t'étais peut-être pas voilà, 100% satisfait des retombées au niveau du B2C. Mais ouais, est-ce que t'as, je sais pas, comment tu évalues ça Alors, bah déjà on a Analytics, Google Analytics qui est en Ouais, place sur le site qui permet de retracer certains aspects. Après, on a sur le formulaire de contact, quand on est contacté, on demande d'où viennent les gens, s'ils viennent de tel endroit ou voilà. ouais. Et quand ils passent commande, derrière comme en plus c'est le lancement et qu'on a besoin de savoir si ça se passe bien, si le site est assez, simple d'utilisation, s'ils ont trouvé dans les catégories qu'ils voulaient les produits et cetera. Pour l'instant, on envoie un questionnaire qui est pas forcément amené à rester en place, toujours, tu vois? Mais qui est là pour, repositionner et parce que juste depuis le départ, en fait, moi, j'interroge la communauté sur, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on mette en place? Typiquement, on propose l'arrondi solidaire lorsque tu es au paiement. Donc, si tu en as pour 40 euros, je sais pas, 25, tu peux arrondir à 41 euros en reversant à une asso. Et en fait, ça, j'avais proposé à la communauté. Les gens étaient OK pour qu'on fasse ça. Ils trouvaient que c'était une bonne idée. Bah, du coup, on l'a mis en place. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont co-créées avec la communauté. Donc là, vraiment, c'est pareil. C'est, bah, vous venez d'acheter. OK, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce qu'il y avait des trucs qui marchaient pas? Est-ce que vous avez trouvé que c'était bizarre? D'où venez-vous? Et donc, justement, c'est là qu'on peut aussi mesurer ça. Ah ouais, 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 c'est un super bon moyen du coup pour vous de voir un peu Ouais. les leviers qui fonctionnent le plus, etc. Complètement. Ouais.
OK, d'accord, top. Et après, côté plus, donc après vraiment, clientèle avec la fidélisation, tout ça, donc on en parlait un peu en off, donc j'avais vu que tu avais fait la première livraison toi-même. Heu, Oui. donc ça enfin, je trouve, le principe excellent, enfin, je trouve que c'est génial. Après comment tu fais un peu, ouais, pour fidéliser les autres personnes? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des pas des échantillons, mais voilà, quelque chose de personnalisé ou je sais pas. Alors ouais, bon, alors je sais pas si ça va permettre vraiment de fidéliser, mais effectivement dans chaque colis en général on met des échantillons, dans la limite des stocks disponibles, comme diraient Oui, les pubs. Mais, on essaie d'en mettre, à chaque fois. On envoie toujours une petite carte de remerciement avec au dos une liste, de courses avec, les grandes catégories qu'on retrouve sur Simplement Français et après en fait vous notez justement ce que vous comptez acheter la prochaine fois que vous allez faire vos courses. On a mis en place du marketing automation justement, donc au bout d'un certain temps, on vous relance en vous disant: «Hé, est-ce que, il te reste des trucs dans ton placard? Parce que sinon il est peut-être temps de repasser commande, quoi». Donc il y a ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, la livraison du premier client, je sais pas si c'est de la fidélisation, mais l'idée c'était de marquer un peu le coup et en plus le premier client et je mens pas, hormis la commande qu'on avait fait la semaine d'avant en test avec l'agence qui a mis en place le site web, la première commande, c'était une personne que je ne connaissais pas, mais qui avait participé à la campagne Ulule et qui a commandé genre dans le quart d'heure, qui a suivi le moment où on a mis en ligne le site. Donc c'était assez incroyable et du coup, j'étais trop contente. C'était pas une commande d'un gros montant et même d'ailleurs, le client, bah, s'il écoute ce podcast, ça le fera sourire, mais il avait pas fait une grosse commande, alors il était gêné que je lui ai proposé de me déplacer jusqu'à chez lui et donc du coup, je lui dis: «Non, non, mais pas de problème» et donc pour la petite anecdote, je dis: «Non, non, pas de problème, je vais vous livrer et en plus, bah, vous êtes sur la route de mon logisticien, donc j'irai chercher votre commande, j'en préparerai quelques-unes et puis je viendrai vous livrer» et en fait, la petite anecdote, c'est que je sais pas, est-ce que c'était l'euphorie du lancement? Est-ce que j'ai mal regardé, Google Maps? Est-ce que je sais pas. Je pensais que c'était sur la route, c'était pas du tout sur la route. J'ai mis 3 heures de plus. mais non! Du coup, quand je suis arrivée, il était là: «Ah mais ça me gêne». Voilà, donc ça, c'était pour la petite anecdote. Mais Ah, après, c'était pas enfin, moi, ça m'a pas dérangée, c'était une super expérience et je pense, très sérieusement le réitérer de temps en temps, faire des livraisons surprises, c'est trop chou chez les clients. ah ouais, je trouve que c'est vraiment chouette, ça apporte complètement de quelque chose, quoi. C'est le contact, Ouais, bah, c'est une dimension humaine, incroyable, la personne, on a pu discuter pendant un petit moment et tout, c'était vraiment cool. Puis il y avait pas ce côté enfin, j'aurais pu prendre un client, le deuxième ou le troisième qui avait fait une grosse commande, qui habitait loin aussi, mais enfin, je me suis dit: «Non», j'ai dit que je faisais le premier. Ben, même si c'est une co donc c'est une commande à 25 € je crois à peu près. Même si c'est une commande à 25 €, j'ai envie d'aller le voir déjà aussi parce qu'en plus, c'est un mec qui avait commandé sur Ulule. Donc c'est quelqu'un qu'on a réussi à avoir 1 an après, qui nous a pas oubliés et il y a énormément de clients d'ailleurs qu'on voit, passer en commande, qui sont des gens qui avaient déjà commandé sur Ulule et ça fait trop plaisir parce que ça veut dire que c'est des gens qui ont vraiment adhéré au projet, quoi. ah ouais, ouais, ça va être vos plus fidèles clients. En tout cas, on espère, mais c'est déjà si en 1 an, ils sont toujours là, ils sont à fond dès que Bah, ouais! ah, c'est trop cool. C'est ça, mais carrément et ça fait trop plaisir parce que enfin, c'est ouais, c'est pas, le premier ni le deuxième ni le troisième cercle, c'est vraiment des gens, je les connais pas du tout. Enfin, je les connais pas du tout après à force, du coup, il y en a avec qui on peut échanger un petit peu et tout, mais ça fait trop plaisir, quoi, de se dire que, bah, il y a eu plein d'aléas, on a tenu à informer les gens par des newsletters toute l'année en leur disant: «Ah bah là, on s'est pris un refus. Ah bah là, du coup, ça a pris un peu de retard. Ah bah là, il y a un deuxième confinement. Ah bah» et en fait, bah, c'est pas grave, ils sont là, quoi. Donc c'est vraiment ça fait vraiment plaisir. Trop chouette. Et ouais, parce qu'au final, ça m'a fait penser à une question. Comment t'as fait en fait pour justement pour les garder et entre la campagne et le lancement, quoi? Bah, alors on a continué à faire du contenu. Moi, j'essayais quand même de faire des newsletters, pour tenir informé. L'idée, c'était pas de faire trop de blabla. Enfin, je fais partie des gens qui détestent recevoir des mails pour rien.
Donc je comprends et même quand j'envoie un mail, moi j'ai toujours l'impression de déranger et je me dis qu'il faut pas, enfin à un moment donné c'est aussi mon job d'envoyer des newsletters. Mais donc du coup l'idée c'était de pas trop les solliciter tant qu'on n'a pas plein de choses à leur dire. Et par contre quand je leur envoie un mail, c'est pour leur dire bah il y a eu ça, ça, ça et ça quoi. Donc voilà où on en est. Euh, et après oui par contre effectivement à quelques jours du lancement, on a quand même envoyé deux trois newsletters en moins d'une semaine quoi, ce qui était un peu plus logique. Mais ouais, l'idée, c'est de tenir les gens au courant et d'être enfin, assez proche d'eux, quoi. Enfin, c'est bête, mais le truc d'avoir un refus, il y en a plein avant qui auraient dit ah, c'est trop honteux, ah, machin, t'as pas eu ton prêt et tout. Bah, en fait, ça a été une vraie force parce qu'en plus, on m'a dit, c'est parce que je demandais pas assez. Ça, vraiment, j'étais totalement en mode what the fuck, genre, comment ça, je demande pas assez? Vous êtes sûr que. Vous êtes pas trompé? Donc, du coup, ouais, 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 donc du coup, c'était ouais, je pense que c'est comme ça qu'on les a tenus, en fait, avec, Ouais, le fait de les tenir au courant et de continuer à poster et de pas être un projet mort qui renaît de ses cendres, 1 an après, quoi. c'est ça. Ouais, vous avez vraiment, enfin, du coup, ouais, créé quelque chose de, ouais, une relation de proximité, comme tu disais, et d'avoir été 100% bah, transparente avec eux sur tout ce qui se passait, tout l'envers du décor en soi. Donc, Ouais. c'est chouette. Ouais, ouais, bah, moi, je suis, bah, déjà, le maître mot de Simplement Français, c'est la transparence et enfin, comme, bah, tout à l'heure, on disait, le tigre pour la confiance, mais ouais, enfin, genre, je déteste, enfin, chercher midi à 14h pour pas dire un truc, genre, bah, c'est pas grave, il t'est arrivé ça, quoi. Dis-le, n'aie pas honte et puis, bah, au pire, ça en fera une force pour plus tard. Et voilà, donc non, moi je suis très transparente. Genre, quand on n'a pas eu les financements, j'étais deg, j'étais en mode, bah, c'est pas grave, je vais leur dire. De toute façon, c'est la vérité. On va leur dire que c'est pour ça. Au début, je m'étais dit, putain, ça va faire un peu celle qui est, enfin, celle un peu orgueilleuse en mode, ah, bah, on m'a dit qu'en fait, j'avais besoin de plus, tu vois. Et après, je me suis dit, bah non, c'est la vérité, c'est ce qu'il y a écrit dans le courrier, donc autant le dire comme c'est, hein. Carrément. Ouais, donc ouais, le mot-clé transparence, et du coup, bah, c'est chouette. Et puis même, du coup, les personnes, enfin, vos clients, c'est des personnes qui vous ressemblent, qui ressemblent à votre marque. Donc, c'est top parce que ça amène les personnes qui ont les mêmes valeurs aussi, tout ça. Mm. Donc c'est chouette. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et bah, écoute, ce que je te propose, c'est bah, si tu as, bien sûr, des petits conseils à transmettre, voilà, comme je te disais en off, aux jeunes entrepreneurs ou aux étudiants entrepreneurs, enfin peu Ouais. importe, à donner pour ceux soit qui ne sont pas encore lancés et qui aimeraient, soit ceux qui ont une idée, ceux qui en ont pas, peu importe, mais si tu as des trucs que t'as reçus comme conseil, ou là, qui t'est venu pendant ton expérience, ben, c'est avec grand plaisir que Ouais. on t'écoute. Alors, la première, c'est si vous avez une idée, que vous avez un petit peu étudié le marché, même si c'est pas hyper approfondi, mais que vous avez déjà bien en tête ce que vous voulez faire, foncez. De toute façon, ça fera de l'expérience, vous verrez bien. Foncer, ça veut pas dire quitter votre boîte ou le CDI que vous avez si vous êtes trop prématuré. Faut quand même attendre, faut être sûr. Enfin, à moins que vous ayez papa, maman derrière qui puissent vous aider, mais sinon, faut quand même forcément avoir un peu les reins solides pour continuer là-dedans, mais foncez. Enfin, vous vous arrêtez pas à quelqu'un qui vous dirait, moi j'avais rencontré un mec à Pôle Emploi qui m'avait dit, ah non mais vous avez 23 ans, mais vous allez pas monter votre boîte, vous êtes trop jeune, hein. Allez vous faire de l'expérience. Enfin genre, écoutez pas ces conseils-là. Si vous avez une idée, si, enfin, quand on veut, on peut, et enfin, et j'en suis convaincue. Donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est n'ayez pas peur d'aller voir les gens, de les solliciter, de vous faire du réseau, c'est hyper important. C'est comme ça que derrière, ça vous ouvre plein de portes parce qu'un tel va vous dire: «Ah, tu connais pas un tel? Ah bah attends, je peux te mettre en relation, il connaît un tel» et du coup, ça va t'aider à avancer dans ton business. Et vraiment le réseau, enfin, quand, j'étais plus petite, enfin, genre plus petite, au lycée ou quoi, et que ma mère, elle me disait: «Ah mais il faut que tu ailles là, ça te fera du réseau et tout». J'étais en mode: «Mais maman, c'est trop la honte et tout, j'ai pas envie d'aller les voir». Et en vrai, aujourd'hui, enfin, pas je regrette parce que depuis, je me suis recréé un réseau, mais si j'avais eu le réseau de l'époque, bah, peut-être ça m'aurait encore plus aidée. Donc faut pas hésiter, en fait, faut y aller, et c'est dans ces moments-là que je me dis: «Putain, je suis devenue une daronne». Mais mais non, mais c'est la vérité, faut pas hésiter, donc ça, c'est le deuxième conseil. Ouais. Et après, et ben, si vous êtes en études,
Mon conseil, c'est, écoutez pas forcément tout ce qu'on vous dit à l'école, même si c'est pas bien de dire ça, mais allez chercher, s'il y a un truc qui vous passionne, allez, chercher dans des livres, sur internet. Renseignez-vous sur le domaine qui vous intéresse à fond parce que, ça, vous fera gagner du temps pour la suite et parce que, vous serez bien plus efficace à faire quelque chose qui vous passionne qu'à rester assis sur une chaise, faire des trucs, dont vous en avez un peu rien à faire. La folie. Non, mais c'est vrai, il y a toujours des cours qui servent à enfin, qu'on trouve qui servent à rien et malgré tout, bah, c'est quand même important enfin, j'ai envie de dire, moi, ce qui me plaisait, c'était le marketing et j'étais à fond là-dedans et je trouvais qu'on n'avait pas suffisamment de cours de marketing et je lisais énormément de livres là-dessus et au final, je pense que ça m'a servi parce qu'aujourd'hui, enfin, je pense que j'ai quand même vachement de connaissances que j'ai pas appris sur les bancs de l'école. Mais à côté de ça, c'est quand même important d'écouter en cours parce que, bah, voilà, là, maintenant, je dois prendre une position de chef d'entreprise et bah, là, je suis en train de faire un peu de compta, un peu de machin, un peu de RH, un peu de ci. Bah, heureusement que j'ai eu des cours quand même parce que sinon je saurais rien. Donc il faut écouter, mais s'il y a un truc qui vous passionne, enfin, cherchez à creuser et n'attendez pas, vous ayez, 3 slides à la fin du cours qu'on va vous donner. Si vraiment ça vous plaît, c'est comme ça. Enfin, entraînez-vous, je sais pas, à créer des trucs. Moi, je sais que là, mon petit cousin, il a créé un site web et tout parce que c'est un truc qu'il aime, il est en première année. Bah, Mmh, c'est tant mieux, quoi. C'est tant carrément. mieux. Ouais, ouais, vraiment pas attendre de l'école qu'on nous apprenne des trucs si on est passionné. Enfin, vraiment, Ouais, s'il y a un truc qui vous passionne, bah, allez chercher les infos. Enfin, moi, on me disait toujours: «Ah mais tu plein de livres de marketing chez toi, ça te sert à quoi?» En vrai, j'aimais trop, genre c'est super cool, mais j'aimais trop lire des trucs, quoi. ouais. Ouais, carrément. Ouais, ça se voit qu'au final, dès qu'on est passionné par quelque chose, c'est bah, la passion, c'est vraiment le but et enfin, c'est vraiment pardon, le début de toute autre chose. C'est avec ça, on fait plein de trucs et Ouais, ouais, carrément et après, bah, cherchez pas à avoir, je sais pas, l'idée du siècle ou quoi, même si, c'était un peu mon idée. Il y a plein de produits qui sont à améliorer, ça, on nous le dit souvent, enfin, si vous faites des écoles de commerce, en cours d'entrepreneuriat, on nous dit toujours: «Ah mais il y a plein de produits qui méritent juste d'être améliorés». Effectivement, après, bah, par exemple, si ça te plaît la com ou ça te plaît le community management, rien ne t'empêche d'être à ton compte. Enfin, depuis le confinement, on voit énormément de gens qui quittent leur job parce qu'en fait, ils s'y plaisent pas, ils s'épanouissent pas et finalement, ben, je sais pas si ton truc c'est de faire des sites web, mets-toi à ton compte, fais des sites web, vends, fais ta com et voilà. Je pense qu'il y a plein de trucs à faire sans être, entre guillemets, «l'eau en poudre», quoi. ouais, ouais, c'est vrai au final parce que souvent on hésite à se lancer parce que voilà, on se dit qu'on n'a pas, bah, comme tu dis, l'idée du siècle, que c'est pas innovant, que machin chouette, et du coup on finit par jamais se lancer, alors que comme tu dis, il suffit simplement Ouais, voilà, de se mettre à complètement. son compte et de foncer quoi. Ouais, après, je sais pas, pour les femmes, bah, écoutez pas si on vous dit: «Ah bah, tu une femme, qui arrivera pas». Genre j'ai jamais entendu ça, mais si vous l'entendez, je sais pas, la personne est un peu con. Ouais. Désolée, il y a pas d'autre mot. Non, mais voilà et après, non, il y a un truc qui m'aurait été utile, et que j'ai pas eu et qui m'a demandé beaucoup de boulot, c'est de savoir quels sont les organismes, qui peuvent faire des prêts d'honneur, des subventions, des choses comme ça. Ça, c'est un peu, compliqué et puis vous lisez tout et son contraire et en fait, quand vous avez pris l'un, en fait, vous avez pas le droit à l'autre et machin et tout donc ça demande, pas mal de recherche donc c'est un truc, voilà. Mais après, bah, en fait, je sais pas, il y a des choses on parle souvent enfin ça va être un peu ma phrase pour terminer, mais on dit souvent: «Oui, entreprendre quand on est une femme, c'est compliqué» et ça, je suis pas d'accord. Mais par exemple, quand on est une femme, vous avez des garanties plus élevées pour un emprunt que quand vous êtes un homme et je trouve ça n'a pas de sens parce que genre on veut l'égalité homme-femme, on veut pas être mis sur un piédestal. Donc voilà, donc il y a plein de choses, comme ça qui sont, à découvrir et s'il y en a qui ont besoin d'infos, bah, hésitez pas à me contacter sur LinkedIn mais voilà, il y a plein de choses qui sont possibles et qu'on trouve pas forcément facilement, qu'il faut chercher, qui sont assez, bien rédigées, dans un langage que, bah, ça demande un peu de concentration. Mais mais voilà, ça vaut le coup de chercher et de se renseigner, même si ça prend du temps parce que c'est un truc qui est un peu galère, pour Ouais. tous les entrepreneurs, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, ouais, comme tu disais, je fais comme d'hab dans la description du podcast, je mets le profil LinkedIn de la personne, donc en plus tu l'as dit, donc Ouais. c'est parfait. Et voilà, et puis bien sûr, si tu souhaites le site web de Simplement Français. Oui, 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 bien sûr, oui. Et Hésitez pas, hein, passez vos meilleures commandes. ouais, t'as raison. Mais ouais, au moins, vu que
voilà, ton projet est lancé et tout. Si les personnes ont des questions, c'est super. Ouais, complètement. Ouais, si des fois tu peux y répondre et tout. Complètement. J'essaie même, enfin, j'essaie souvent de répondre, surtout aux étudiants. Ouais, Je mets parfois un peu de temps parce qu'il y a énormément de sollicitations, ouais, non. mais je fais mon maximum pour les étudiants parce que, ben, comme vous, hein, on a connu la guerre, donc on sait ce C'est que c'est. ça. Ouais, bah, écoute, je te remercie pour cet échange. Et ben, merci à toi. Ouais, et puis au plaisir de rééchanger ensemble, hein. J'ai hâte de voir la Bah, suite. carrément. Et ben, merci beaucoup à toi et puis, bah, passe une Merci bonne journée. également. Salut, salut. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Camille de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description, comme d'hab, et aussi son site internet. Et si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat ou bien sur le Made in France ou sur d'autres domaines, je pense qu'elle sera ravie de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou bien avoir des conseils en SEO, en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence, sur place, à emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast, à le partager autour de vous. C'est grâce à vous si je peux faire tout ça. Merci à tous et à très vite pour le prochain épisode.